Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic Ascharya. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans Surprise interculturelle. Pour commencer l'année en beauté, je vous propose une rencontre sacrément inspirante. Il s'agit encore une fois d'un profil et d'un parcours bien difficile à résumer. Et de toute façon, vous le savez, j'aime pas trop ça, moi, résumer. Alors je vais la laisser faire. J'ai le plaisir d'accueillir à mon micro Alexia. Alors, j'aurais dû te demander avant. Michels, c'est comme ça que ça se prononce? Alexia Michels, Senior Water Resources Specialist, donc spécialiste senior des ressources en eau, en français, je crois, au sein de la Banque asiatique de développement, en poste à Delhi, en Inde. Bonjour et bienvenue, Alexia. Bonjour Charlotte, merci. Est-ce que je peux te laisser te présenter en quelques mots? Oui, Alexia, j'ai 48 ans et je suis bretonne d'adoption et comme tu l'as dit, je vis actuellement à Delhi. Ça fait maintenant 1 an et demi que je suis installée à New Delhi, mais avant ça, j'étais basée dans d'autres pays, donc je pense qu'on va en discuter au fur et à mesure de cette discussion. Mais si je devais me décrire rapidement, je pense que comme toute personne qui a décidé de consacrer une partie de sa vie professionnelle à l'international, je suis une curieuse de nature, une curieuse du monde. Et c'est cette curiosité qui me pousse à aller sans cesse découvrir et à avoir toujours cette envie d'apprendre des autres. Donc voilà, c'est un peu ce parcours-là, enfin cette curiosité qui m'a conduite à avoir ce parcours professionnel. Donc en termes de formation, je suis hydrogéologue de formation et j'ai pratiqué l'hydrogéologie au début de ma carrière pendant mes 10 premières années. Tu peux nous résumer très très rapidement ce que ça veut dire d'être hydrogéologue? Hydrogéologue, c'est un spécialiste des ressources en eau souterraines. Donc on parle souvent des nappes d'eau, des nappes phréatiques, des nappes d'eau souterraines, des aquifères. Et l'objectif de l'hydrogéologue, c'est de gérer durablement les ressources en eau souterraines, que ce soit en vue de leur exploitation pour l'alimentation en eau potable, mais aussi pour l'irrigation, ou bien pour conserver la ressource en tant que telle d'un point de vue environnemental. Voilà. Ok, c'est beaucoup plus clair. Ouais, merci. Voilà, donc hydrogéologue, et j'ai pratiqué ce métier au début de ma carrière, et puis au fur et à mesure de l'évolution de ma carrière professionnelle, j'ai évolué dans différents métiers, mais toujours en restant spécialiste des ressources en eau, spécialiste de l'eau, du cycle de l'eau en général, puisque j'ai travaillé aussi dans la distribution de l'eau potable, donc traitement, production, distribution d'eau potable, et un peu d'assainissement aussi. Voilà. Ok. Bon, on va pouvoir en découvrir un petit peu plus et puis voir où tu as fait quoi et quel impact ça a eu. J'aime bien commencer en général par revenir aux sources, sans mauvais jeu de mots ou sans bon jeu de mots sur l'eau. Mais tu viens d'où? Tu as dit bretonne d'adoption, donc c'est que tu viens pas de Bretagne au départ? Non, j'ai ma famille côté maternel qui a des racines bretonnes, donc plutôt du Morbihan. Mais effectivement, je suis née en région parisienne et j'ai vécu dans différents endroits en France, métropolitaine, mais aussi outre-mer. Mon père travaillait dans la Marine nationale, donc il a eu une mutation à La Réunion et donc j'ai suivi à ce moment-là ma famille, mes parents à La Réunion, parce que j'ai fait mon collège à La Réunion et je pense que c'est ça qui m'a donné un peu je voulais te demander justement, j'imagine, pour avoir rencontré pas mal de gens qui ont décidé aussi de faire une carrière tournée vers l'international, soit en expatriation, soit simplement en mission, je pense qu'il y a toujours un petit quelque chose qui a touché pendant l'enfance. On est un peu tombé dedans quand on était petit, quoi. Moi, c'est une question que je pose souvent justement parce que ça m'intrigue. Mais qu'est-ce qui a déclenché ça? Parce que c'est quand même particulier, quoi, de se déraciner, de tout quitter, voilà.
Et j'ai quand même eu, entre autres, un de mes invités, Stéphane, Charbonnier, qui est donc l'ex-DRH de L'Oréal États-Unis, qui me disait que lui, pas vraiment et que Pas c'est du tout. justement ça. Mmh. Je pense qu'en fait, on en revient à ce que tu disais tout à Mmh. l'heure et moi, ce dont je parle beaucoup, entre autres, en conférence, sur l'interculturel, c'est la notion de curiosité. Mmh. Donc des fois, tu as aussi ce côté-là, ouais, Mmh. même sans qu'il y ait cette, Mmh. entre guillemets, «cette pichenette» quand tu es Mmh. enfant, le truc de: «Attends, j'ai envie de voir d'autres choses». Ouais. Mmh. Moi, je pense que bon, la Réunion, c'est la France, ça reste la Bah France, hein, oui. c'est la France d'outre-mer, mais je pense que ça m'a surtout permis de comprendre que c'était possible Mmh. d'aller au-delà des frontières géographiques métropolitaines. Et donc c'est surtout ça que ça a généré chez moi. Après, donc, après ce séjour de 4 ans à La Réunion, on est revenu en France et c'était en région parisienne. Et tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 14 ans. OK. Et la région parisienne, bon, pour le coup, ça m'a fait un choc culturel Ouais, tu de m'étonnes. revenir en région parisienne, en banlieue parisienne. Et je me suis dit à ce moment-là, bah, moi, j'ai envie de continuer à vivre sous les tropiques. Alors, c'était plus une notion de confort. Je Mmh. voulais aller vivre au chaud sous les tropiques. Mais entre à cet âge-là Voilà. ou ouais. Le matin, quand j'ai habité à La Réunion, le matin, j'allais au collège et puis l'après-midi, on allait plonger, surfer. Enfin, voilà. Donc, moi, j'avais J'ai un peu vécu la même chose ce, en Australie, mais ouais, ce je côté un comprends peu totalement. naïf des choses. Et j'avais envie de continuer à vivre ça. Puis après, au fur et à mesure de mon évolution, avec un peu plus de maturité, etc., j'ai ouvert mon champ géographique et puis je me suis dit, tiens, si, peut-être que je pourrais faire aussi un métier qui a du sens, un métier utile et pas juste profiter du confort des pays tropicaux, des Mmh. climats tropicaux. Donc voilà, c'est un peu pour ça que j'ai commencé à me dire qu'une carrière à l'international pouvait être possible. Et puis dans quelque chose d'utile qui a du sens pour moi et donc c'est pour ça que je me suis orientée vers les ressources en eau, la gestion des Ouais, ressources en donc eau. vraiment, Mmh. tu en fait, tu as Mmh. commencé tu as fait tes études et cetera, en ayant en tête Mmh. l'idée de partir? Ouais, ouais. Ouais. Mmh. Et Ouais, tu te ouais. rappelles avoir été surprise adolescente par des différences culturelles ou pas? Parce qu'on La Réunion, certes, c'est la France administrativement, Mmh. mais culturellement, non seulement ça peut être très différent de la métropole, mais en plus, il y a une grande diversité Ouais. au sein de La Réunion. Ah oui, oui, bien sûr. À La Réunion, c'est vraiment un melting pot de différentes cultures. On a des cultures indiennes, justement, on a des cultures plus africaines, continentales, mais aussi des cultures qui viennent de Madagascar, pardon. La culture locale des Mascarenhs, de l'archipel des Mascarenhs, donc avec l'île Maurice, etc. Donc oui, non, il y a des cultures différentes. Et puis des Français qui sont installés là depuis plusieurs générations, ce qu'on appelle les Blancs des Hauts. Mmh. Non, c'est vraiment un melting pot de cultures. Et effectivement, j'ai eu un premier accès à cette culture tamoule Mmh. venant d'Inde, puisque mes parents avaient des amis d'origine tamoule et de religion tamoule. Et donc on est allé, je me rappelle d'une expérience, on est allé voir une marche sur le feu. Les Tamouls là-bas, ils ont une pratique religieuse qui est de marcher sur le feu pour expier un peu leur, je ne sais pas si on peut parler de péché ou quoi, Mmh. mais et donc ils marchent sur un tapis de braise ardente qui fait une dizaine de mètres de long et voilà, c'est une sorte, ils rentrent en fait dans une sorte de transe et ils marchent OK. sur ce tapis de braise rouge là. Et ils ont généralement le corps, ils se plantent des aiguilles dans le Ah corps, ouais. etc., dans le visage, dans les joues. Ouais, ouais, c'était assez C'est vraiment impressionnant. les images qu'on peut avoir des fakirs, Ouais, 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 indiens, tout mais à tu sais que fait. j'ai vu ça là, du coup, là, j'étais en Mmh, Inde en fin d'année mmh, et j'étais à un mariage et alors je sais pas comment, s'appelle la pratique mmh, de ce monsieur, mais il y avait, un spectacle vraiment, voilà, l'image que nous on peut avoir du fakir. mmh, Je sais même pas réellement ce que ça veut dire mmh, fakir, mmh, peut-être que mmh. toi tu sais? En vrai, j'en ai jamais vraiment vu, même à La Réunion, même, Même pardon, en Inde? en Inde, ouais. Mmh. Bah, là, en l'occurrence, du coup, ce monsieur avec tu sais, son Sur turban et turban? cetera, Mmh. jonglait, sur, des sabres et sur D'accord. vraiment des clous, tu sais, le Ah fameux ouais, truc de tapis de ouais, ouais, clous et donc c'est là que je me suis dit: «Ah ouais, c'est pas juste, des images qu'on peut des avoir, clichés. Mmh. ça vient de quelque part, quoi». Mais donc Ouais, marcher sur les braises, ouais, et puis c'est pas forcément, enfin, c'est un peu tout un chacun dans cette communauté, quoi. ouais, Ça peut ouais. être n'importe qui, Ouais, 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 c'est une c'est pas pratique, c'est une sorte de passage ou de rite, qu'ils doivent faire. Alors je ne sais pas si chacun doit le faire, une fois dans sa vie, mais voilà, ils décident de le faire et je pense que c'est une sorte de dévotion,
pour Dieu à ce moment-là, leur Mm. Dieu à ce moment-là. Mais c'est assez impressionnant. C'est vraiment très impressionnant. Et j'étais toute gamine, enfin j'étais jeune. Et je me rappelle, on était assis au bord de ce tapis de braise. Et on sentait la chaleur vraiment rayonner sur nos visages. Et on se dit, mais c'est incroyable, quoi. De se rentrer dans une transe et de ne pas ressentir la douleur, quoi, parce qu'ils y Mm. vont doucement, ils marchent calmement, et puis bon, après à l'arrivée, ils baignent leurs pieds dans un liquide qui est un mélange d'eau et de lait, et D'accord. voilà, mais non, c'est très impressionnant, très Ouais, impressionnant. j'imagine. Et particulièrement, j'imagine, étant ado, Mm, mm, ce truc-là. Tu mm, vois, donc moi, j'habitais en Australie entre mes 13 ans et mes 15 ans. Alors, c'était beaucoup moins radical mm, comme surprise mm, culturelle que ce que tu viens de décrire. Mais je me rappelle vraiment de cette sensation de waouh! Mais en fait, il y a d'autres manières de vivre, oui, en fait. Il y a d'autres mm, manières de comprendre la vie, il y a d'autres manières de faire les choses, d'interagir avec les autres. mm, Ce que tu décris, d'aller plonger, faire du surf, et cetera. mm, Enfin, moi, je me rappelle, on terminait le lycée, il était 15h30 mm, et notre prof de maths nous déposait dans sa vieille Beetle, ouais. à la plage, Mm. après les cours, quoi. Mhm, mhm. Ouais, bah moi j'étais dans un collège un peu innovant à l'époque, et on avait cours que le matin. Mais OK. on avait cours 6 jours sur 7, et c'était on commençait à 7 heures au plus tôt, les cours commençaient soit à 7 heures, soit à 8 heures, et puis on finissait au plus tard à 1 heure de l'après-midi. Et après, on avait des activités qui étaient organisées par le collège, dont la plongée sous-marine. Donc Excellent! Mais voilà, non! donc j'ai appris à plonger là-bas. Quand j'étais jeune, et puis bah, au fur et à mesure, là récemment, comme j'ai habité aux Philippines aussi dans le cadre de mon parcours, Mmh. je suis devenue aussi dive master. Ah génial! Ouais. Moi, ça fait des années que j'ai pas Mm, plongé, mais mm, j'ai super envie mm, de recommencer, après j'ai plongé que dans des lieux incroyables, donc mm. j'ai mis la barre très, très haut. J'ai Ouais, fait la Grande Barrière de Corail en ouais. Australie et la mer Rouge en Égypte, Mhm. mais Oui. Mm, mm, mais cet émerveillement, je trouve, on le mm, retrouve aussi dans la nature, ouais. et au-delà du rapport à l'autre, il y a aussi Mm, ce côté, et c'est ça, moi, qui m'avait touchée en Australie. C'était ce rapport à la nature qui était très, très différent de ce mm, que nous, on peut avoir en France, mhm, mhm, et mm, génial. mm, Hem et du coup, alors non, j'allais passer à après tes études, mais j'ai envie de te poser une question mm, quand même. Du coup, je fais vachement de parallèles mhm, avec ce que moi j'ai vécu. Tu parles du retour en France, mm. et du choc culturel de retour. Est-ce que tu te rappelles avoir eu des, entre guillemets, «des soucis d'intégration»? Oui. C'est-à-dire du mal à partager ce que tu avais vécu Ah oui, parce que, totalement, ouais. Ouais, oui, 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 bah, au départ, je suis arrivée très naïvement et je racontais justement tout ce que je te disais, que j'avais cours que le matin, l'après-midi, on allait plonger, surfer. Et je me suis vite rendu compte que bah, ça saoulait un peu mes ouais, copains de lycée, là. Et parce qu'ils ne comprenaient pas ce que je racontais, et ils croyaient que je me vantais de ouais, faire tout ça, alors qu'en fait, pour moi, c'était juste, bah, c'était mon quotidien de l'époque. Donc quand eux, ils racontaient des choses de l'année précédente qui étaient leur quotidien, bah, moi, je racontais des choses de l'année précédente qui étaient mon quotidien de l'époque, mais c'était à La Réunion, sous les tropiques. Et forcément, ça, voilà. Et oui, il y avait un décalage culturel, et j'ai eu ouais, du mal mmh, du mal à échanger, du mal à partager. Donc du coup, après, j'arrêtais d'en parler, quoi. ouais. Mm. Ça m'émeut plus que ce que je ne pensais, Ouais, parce que ouais, j'ai vécu exactement la mm, même chose, et puis surtout quand tu es ado, mm, où s'intégrer, c'est tellement important. Cette douleur de, en fait, si je partage juste mon quotidien, mm. on me dit que je me la pète. Le Oui, c'est nombre de fois, ça. on m'a dit: Mm, «C'est bon, ça va, on sait que tu habites en Australie, quoi». mm, 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 Et c'est dur, surtout, enfin, c'est dur quand on est adulte, mm, parce qu'on, enfin, personnellement, moi, je le vis encore mm, parfois, mais on apprend aussi à doser mhm. comment on partage et ce qu'on va dire et ce qu'on va pas dire en fonction de la personne qu'on a en face. Mais je trouve que quand on est ado, c'est Mmh. violent Ouais, c'est dur, comme ouais. situation. Mmh. Et on parle très souvent du choc culturel au départ, mais Mmh. je Ouais. trouve pas assez du choc culturel au retour. Ouais, bon, pour moi, enfin, il a été beaucoup plus fort, le choc culturel au retour, Mmh. puisque alors j'étais partie, je quittais, l'école primaire, donc j'étais encore, Tu tout encore enfant, enfant, bah bébé. ouais. Je fais mon collège là-bas, puis je reviens, et c'est la banlieue parisienne toute grise, Mmh. avec une violence dans les rapports entre les gens entre eux, enfin, les gens entre eux, enfin voilà, c'était assez dur. Moi, j'avais l'impression de tomber de mon nuage, quoi, en Ouais. fait, hein. C'était un atterrissage un peu brutal. Bon, voilà, on s'y fait, mais du coup, la petite graine était plantée et l'envie de repartir était là. Mm. Bon alors du coup,
Après ton lycée, tu choisis de faire tes études en hydrogéologie? Oui, Je me souviens, c'est ça, j'ai c'est bien fait dit? géologie, spécialisation en hydrogéologie, puis en environnement. Donc, ouais. Mm. Et donc tu fais ça, ouais, dans l'idée potentiellement de repartir Mm. et en voulant avoir un impact? Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, et donc en licence, j'ai eu l'occasion de faire un premier stage, et là, j'ai cherché dans le monde entier. Là, j'ai envoyé des lettres. À l'époque, on envoyait encore des lettres. Il y avait plus de mail. J'envoyais des lettres dans le monde entier. Et j'ai été prise en stage par l'Institut de recherche pour le développement au Burkina Faso. Donc, j'ai atterri au Burkina Faso. Waouh! Et c'était génial. C'était là aussi un choc culturel, mais un choc d'émerveillement, quoi. Mmh. Déjà, enfin, ça m'a appris beaucoup, et ça m'a surtout appris l'humilité. Ouais, non, c'était très, très chouette. Et là, j'ai compris que c'était parti, quoi. C'était ça Ouais. que je voulais faire. J'avais trouvé ma voie, donc j'ai commencé au Burkina Faso pendant 3 mois. Puis après, en master, j'avais un deuxième stage à faire, un autre stage, 6 mois. Et là, pareil, par hasard, j'ai été prise en stage dans une ONG au Pérou. Et j'ai atterri à Cusco. OK. Je parlais pas espagnol, donc il a fallu que je me débrouille, mais bon, Ouais. l'espagnol, maintenant, enfin, ça s'acquiert assez rapidement, et puis maintenant, je le parle couramment. Et donc 6 mois dans cette ONG à Cusco, dans cette capitale inca. Alors en plus, voilà, un site incroyable, pas très loin du Machu Picchu, des sites incas incroyables. Et puis l'objectif, c'était pour moi, développer les ressources en eau et protéger les ressources en eau des villages qui sont un peu en proximité de la ville de Cusco, mais qui ne bénéficient pas de l'attrait touristique de cette ville. Mmh. Donc en fait, c'est des villages très pauvres, les gens sont des agriculteurs, ils vendent leurs produits sur les marchés qui sont ensuite consommés par les touristes à Cusco, mais eux-mêmes restant relativement pauvres. Donc voilà, je travaille dans ces villages-là et j'ai essayé de renforcer leur accès à l'eau et pérenniser leur accès à l'eau. Mais ouais, non, c'était super, et deux expériences différentes, une en Afrique, une en Amérique latine, et génial, quoi. Mais tu as vraiment fait le tour du monde, quoi. Alors entre la Réunion, l'Afrique, Ouais. l'Amérique latine, l'Asie, Ouais, j'ai fait un petit tour du monde. franchement, l'Europe évidemment du Ouais, coup. ouais, l'Europe. Moi, j'ai travaillé en France. Après, après cette expérience au Pérou, j'ai démarré ma carrière professionnelle, et là, pour le coup, j'ai démarré en France. Et je suis restée quelques années en France. J'ai travaillé en bureau d'études environnement. Je faisais des petites études d'impact, des choses comme ça, et puis des études ressources en eau. Et j'étais dans ce bureau d'études qui avait une composante internationale, donc je tapais à la porte du département international. Je disais: «Ouais, j'aimerais bien partir, j'aimerais bien partir». Et j'y suis restée 5 ans dans ce bureau d'études, et j'ai eu une expérience, enfin une seule opportunité de partir, et c'était à Madagascar. D'accord. Donc c'était chouette, sur un projet qui était financé par la Banque mondiale pour construire 500 forages. Alors moi, j'étais pas là pour suivre la construction des 500 forages d'eau, mais pour faire le système d'information géographique. Et c'était chouette, quoi. J'étais contente. Puis après, j'ai changé de structure. Donc, mais c'était ma première expérience en tant que professionnelle active, donc à Madagascar, ouais. J'aimerais bien revenir sur un truc que tu as dit Mm. qui m'a un peu, qui m'a interpellée. Mhm. Est-ce que tu veux bien revenir sur cette notion d'humilité? Ah oui. Mhm. Est-ce que tu peux développer pourquoi tu as ressenti ça et Ouais, comment ouais. enfin, voilà, comment tu le définis? En fait, je pense que j'ai cette première expérience professionnelle, enfin en stage, au Burkina. C'était, j'étais jeune, j'étais naïve, pleine d'idéaux, enfin complètement idéaliste. Et à un moment, il fallait que je me débrouille toute seule pour développer mon projet. Alors je faisais un projet dans le Sahel, tout au nord du Burkina, et donc c'est là où j'avais mon terrain, et je faisais des mesures d'infiltration d'eau. Et il fallait que je me débrouille pour trouver mon matériel, construire mes petites fioles de mesure, etc. Et là, je pensais que j'allais trouver de l'aide, en fait, naturellement. Ah t'es là pour faire ça, tiens, on va t'aider. Ah non, il va falloir que je me débrouille toute seule. Et je me suis rendu compte que les gens, ils vivaient dans un niveau de pauvreté assez extrême là-haut, enfin dans le nord du Burkina.
Et donc, bah, ils en avaient rien à faire de ma présence et puis de ce que je venais faire. Donc, fallait que voilà, c'était un peu débrouille-toi, quoi. Et je me suis débrouillée et ça m'a vraiment. En fait, leur quotidien m'a vraiment impressionnée et du coup, je me suis sentie vraiment toute petite. Moi, avec mes petits problèmes de mesure d'infiltration d'eau, je me suis sentie très petite face à ces personnes et notamment ces femmes. J'étais très impressionnée par les femmes qui marchaient des kilomètres pour aller chercher de l'eau au puits et bon, voilà, je me suis vite rendu compte que ma présence sur place était vraiment minime pour eux, enfin ne comptait en rien, donc enfin en rien, c'est pas vrai, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ils Que en tu avaient arrives pas comme une sauveuse, quoi, non, bah, clairement, non, qu'eux, ils ont leur vie et que toi, ouais. voilà, tu viens améliorer certains aspects, mais Voilà, moi j'étais dans une recherche culturelle, d'échange mmh, culturel, mais pas forcément l'inverse, quoi. mmh, Ils avaient leurs propres préoccupations et donc c'était pas forcément curieux vis-à-vis de moi. mmh. Ce qui est finalement assez normal, mais voilà, ça apprend, quoi. C'est intéressant, Mmh. je me suis posé beaucoup de questions là-dessus aussi, quand je suis allée en Amazonie, Mmh mh. où j'ai découvert en fait, j'ai beaucoup été dans des situations où effectivement il y avait cette sorte de curiosité culturelle dans les 2 sens et Mmh un mh. peu un côté aussi, si moi je m'intéresse, les gens me partageaient leur culture et Mmh. cetera et en Amazonie, j'étais dans une communauté qui s'appelle la communauté Gamboa, et j'ai trouvé une certaine barrière de mais en fait, les gens ont pas envie de me livrer Mmh. leur culture Mmh mh. et Ouais. Mmh. ça a été, effectivement aussi un petit côté de: «Ah oui, attention, c'est Ouais, pas parce que moi j'ai tu as envie de envie et partager? voilà Mmh. que, ça correspond à des besoins ou des envies, Bah chez non. l'autre» et Mmh mh. Ouais. Ouais, non, il y avait de la curiosité parce que j'étais, à ce moment-là, comme j'étais vraiment au milieu des villages, j'étais la seule blanche, la seule étrangère. Donc il y avait une sorte de curiosité, un peu enfin, les gens me regardaient, mais ils s'intéressaient pas forcément à ce que je venais faire. mmh. Alors que moi, j'étais très intéressée par eux, je voulais savoir toute Bah, leur ouais. vie, mais en même temps, bah, il faut savoir aussi se mettre en retrait et faire ce qu'on est venu faire et puis pas forcément, intervenir, et les «perturber» entre guillemets dans leur quotidien, quoi. Mmh. Ils ont autre chose à faire. Ouais, Mmh. mais c'est intéressant. Il y a un réseau, je sais pas si tu connais le réseau Ritimo? Ça me dit quelque chose, ouais. C'est un réseau, qui est présent en tout cas dans toute la France Mmh. ou en tout cas dans toute la métropole, Mmh. d'associations qui viennent notamment accompagner les personnes et entre autres les jeunes qui veulent partir en humanitaire Mmh. et qui, bah, parfois ont beaucoup aussi Ouais. d'images préconçues Mmh. et se rendent pas compte également de l'impact négatif qu'on peut avoir nous, Mmh. en débarquant sur place et en chamboulant des systèmes et Oui. Mmh. en, enfin, avec Mmh. notamment, beaucoup de discussions autour du moi, quand j'étais gamine, c'était la Somalie où on envoyait des Mmh. sacs de riz et du coup, on a Ouais. chamboulé tout le système, économique, Ouais. local en termes de céréales Mmh. parce qu'on envoyait, des sacs de riz de l'étranger et que du Mmh. coup, enfin donc c'est le réseau Ritimo et je trouve leur travail intéressant Mmh mh. pour amener un peu, de la réalité aussi dans toutes les images préconçues qu'on peut avoir de l'humanitaire Mmh. et de l'impact qu'on a sur place et de comment on est reçu et cetera, quoi. Ouais, ça j'ai connu aussi, quand j'étais, alors dans mon parcours professionnel, j'ai été directrice d'ONG, directrice pays, d'ONG, aux Philippines et De quelle ONG? une ONG française qui s'appelle maintenant Better with Water, OK. donc enfin qui s'occupe en fait d'alimentation en eau dans les bidonvilles. À l'époque, c'était aux Philippines et au Bangladesh et depuis que je suis partie, je crois qu'ils ont ouvert un nouveau pays qui est le Kenya. OK. Et quand j'y étais, cette ONG s'appelait Eau et Vie, mais maintenant ils ont changé de Mmh. nom, ça s'appelle Better with Water. Et donc on recevait des services civiques, donc des gens en service civique français, enfin, qui venaient qui passaient quelques mois. Et effectivement, il y a une préparation au départ et aussi une petite formation à l'arrivée qui est nécessaire parce que bah, les jeunes viennent souvent avec l'idée d'aider. Mmh. Alors qu'en fait, nous, on les prenait pour une compétence et pour un rôle spécifique, Mmh. mais pas dans le but d'apprendre aux populations locales à comment vivre, en fait, hein. Mmh. Donc il y a toujours un peu de formation à donner qui est importante, quoi. Tu crois Mmh. que c'est lié à notre passé colonial? Bien sûr, Ouais, bien c'est des sûr, choses qu'on nous bah, transmet dans la société c'est dans comme, notre bien sûr, ouais, ouais, bien sûr, on a cette idée de je vais utiliser cette expression du sauveur blanc, hein, mmh, mais c'est intégré dans notre culture, quoi. ouais. Donc il faut un peu se défaire de tout ça. Mais du coup, tu as rencontré des gens qui venaient de pays entre guillemets alors je sais jamais comment le dire parce que moi Mmh. ça me gonfle de dire,
pays en voie de développement ou pays, parce que ça veut dire que tu développement. définis le pays par son économie alors qu'il y a tellement plus, mais en gros des pays où, d'ailleurs pareil, du Sud, ils sont pas Mm. forcément du Sud, Ouais. bref, des pays économiquement plus pauvres. Mm. Est-ce que tu as du coup échangé avec des personnes qui étaient dans l'humanitaire en dehors de leur propre pays, mais qui venaient de pays non coloniaux en gros? Alors, j'en ai croisé ouais, bah, quelques-uns. Alors, en humanitaire ou dans l'aide au développement, enfin, c'est de thèmes différents. Là, actuellement, à la Banque asiatique de développement, je travaille essentiellement avec des Asiatiques. Et donc, oui, il y a pas du tout cette notion de colonialisme. Enfin, pas de la De manière, sauveur en tout ouais, cas. pas de la manière dont nous, on l'a dans notre culture, quoi. C'est plus, ouais, c'est plus une collaboration transversale, on va dire, entre pays. Ouais, c'est assez différent, ouais. Alors du coup, tu nous as parlé de La Réunion, de Cusco, de Burkina. Madagascar, du Burkina, Mm. et après? Après cette expérience en bureau d'études, je suis rentrée dans ce grand groupe français là, de services d'eau et d'assainissement et déchets qui s'appelle Suez. Et on en a deux leaders en France, c'est Veolia et Suez. Moi, j'ai travaillé pendant 12 ans chez Suez. Et au sein de ce groupe, j'ai occupé différentes fonctions. J'ai travaillé voilà, pendant les 12 ans où je travaillais là-bas. Et il y avait aussi une ONG qui regroupait les salariés du groupe qui souhaitaient mettre à disposition leurs compétences, puisqu'on était tous compétents soit en eau, en assainissement, en déchets, en environnement, pour mettre en œuvre, pour développer des projets, des petits projets vraiment à petite échelle. Bon, en l'occurrence, pour l'eau, c'est des petits projets d'hydraulique villageoise dans les pays en développement, ou plus pauvres, ou comment tu veux les appeler. Et Bien, j'ai mis une pression sur comment on définissait. ouais, bah ouais, c'est vrai que c'est assez difficile à décrire. Enfin bon, bref. Et du coup, alors au sein de Suez, j'ai pu faire des missions d'assistance technique puisque j'étais experte technique ressources en eau, donc dans les différentes filiales de Suez en France et à l'étranger. Et aussi au sein de cette ONG, en tant que bénévole, sur mon temps libre, j'ai fait des missions d'assistance technique. Donc, du coup, durant cette période, je suis partie, et ça c'était avant que je parte en expatriation, mais durant cette période, j'ai fait des missions dans différents pays d'Afrique, le Bénin, le Burkina, le Togo, le Niger. Et puis, je suis aussi partie au Vietnam, je suis partie en Haïti et en Jordanie. Voilà, ça c'est à peu près les pays. Ça, c'est plus en termes d'assistance technique. Donc, c'est des missions courtes de 2 semaines, 3 semaines maximum. D'accord. Mm. Dans tous ces pays alors, dans lesquels tu as vécu en tout cas, est-ce qu'il y a des pays où ça a été plus facile de, je sais pas, de trouver ta place, d'être bien? Est-ce qu'il y a des Ouais. pays où l'expatriation était plus difficile? Oh bah l'Inde est un pays qui n'est pas simple, qui pousse, ouais, qui challenge quoi. Mais c'est aussi pour ça que c'est un pays fascinant, hein. Ouais, bah, c'est ce qu'on dit beaucoup de l'Inde, ouais. Ouais, l'Inde, c'est un pays qui à la fois passionne et à la fois exaspère, quoi. Tu Ouais. vois, donc moi c'est pour ça que c'est un pays qui me fascine. Après, il y a des pays beaucoup plus faciles. Le Mexique, j'ai habité 2 ans au Mexique. C'est un pays plutôt sympa. J'avoue. C'était où au Mexique? Mexico. Ouais. Un pays plutôt sympa. Les Philippines aussi, c'est très sympa. Les Philippins sont des gens qui sont très accueillants, qui ont justement très envie de partager. Donc c'est très facile de s'intégrer aux Philippines. Et puis, c'est un pays qui est magnifique aussi. C'est un archipel de plus de 7000 îles. Donc ouais, c'est quand même plutôt sympa aussi par là-bas. Génial. Qu'est-ce qui, d'après toi, fait que ça va être plus facile dans un pays que dans un autre? En tout cas pour toi. Bah, bon, l'accueil des gens déjà, le premier contact en fait, la réceptivité des gens à accueillir une personne étrangère. Après, c'est plus une question de service et de facilité administrative. Et, par exemple, pour s'installer en Inde, c'est très compliqué, on a affaire à des difficultés, donc voilà, c'est une lecture un peu plus compliquée du quotidien, alors que, je sais pas, au Mexique, c'est hyper facile, quoi.
J'ai l'impression qu'il y a aussi des fois le côté, enfin, j'en parle parfois du fait qu'il y a des cultures qui sont plutôt introverties et plutôt Mm. extraverties. Mm. Typiquement, la Colombie, je trouve que c'est un pays qui était extrêmement extraverti et du coup, c'est hyper facile Mm. de trouver sa place parce que bah, les gens t'ouvrent les Mm. bras, ils sont trop contents de te parler, Mm. pas juste parce que t'es étranger, juste parce Ouais, parce ouais, qu'ils sont comme ça. ouais. Ouais, ouais, ouais. Et je me suis beaucoup posé la question, tu vois, je donne souvent cet exemple-là de si j'allais au Japon, Mm. est-ce que je serais bien? Parce que je suis quelqu'un d'extraverti, donc forcément, ça colle bien pour moi Mm. tu vois, d'être expansif, et cetera. Je sais pas si je serais aussi bien dans un pays plus introverti. Mm. Bonne question. Bonne question. Et le Japon est un bon exemple. Bon, j'ai visité le Japon en tant que touriste, mais je travaille beaucoup actuellement au sein de la Banque asiatique de développement avec des Japonais, puisque c'est la majorité des employés de la Banque asiatique de développement est japonaise. D'accord. Donc du coup, et puis le président et toute la direction est essentiellement japonaise. Donc j'ai accès à cette culture, enfin je suis baignée dans cette culture japonaise et effectivement, c'est pas tout à fait la même culture que la culture philippine qui est hyper extravertie et hyper accueillante. C'est différent. Je pense qu'effectivement, tu as raison, je pense que ça dépend de la population et de leur capacité à s'ouvrir aux autres et à accueillir les autres de manière spontanée. Tu me fais une transition en or. Ah, d'accord. Parce que j'avais envie de t'amener sur le management interculturel. Ouais. Donc, dans le cadre de tes différentes fonctions, tu as peut-être managé des équipes, et en tout cas, tu collabores avec des gens de plusieurs pays. D'après toi, quels sont les challenges que ça apporte et les opportunités également, ou en tout cas les richesses que ça éveille, le fait d'interagir et de travailler avec des personnes de plusieurs cultures? Ouais, alors ça apporte énormément de richesses, déjà culturelles, la compréhension des gens, il faut être très à l'écoute. Je pense que ça, c'est valable partout, mais ça demande un niveau d'écoute supérieur d'avoir ce management interculturel. Il faut prendre en compte la sensibilité. Je parle encore pour les Philippins sont des gens très sensibles et qui expriment leur sensibilité. Donc il faut vraiment l'écouter, la prendre en compte, l'accepter, quelque part, j'allais dire jouer avec, c'est pas vrai. On ne joue pas avec la sensibilité des gens, mais l'adopter en fait, l'adopter pour soi-même et vis-à-vis de la personne avec qui on interagit. Les challenges, c'est des fois de se faire comprendre. Moi, je suis quelqu'un d'assez direct quand je dois manager des gens, et c'est une part de ma culture en tant que Française aussi, d'être plus directe. Et il y a des fois, j'en joue un peu, j'avoue. Je leur dis, je suis Française, donc je vais dire, je vais dire les choses directement, on ne va pas passer par quatre chemins. Mais non, il faut savoir aussi s'adapter un peu à la sensibilité locale. Mais ouais, c'est quelque part... peut-être aussi en Inde, ne pas dire les choses de manière frontale aussi, c'est quelque chose qu'il faut savoir adopter, tourner autour du pot, mais savoir dire les choses, mais tout en utilisant des chemins détournés. Enfin, ouais, ce qu'on appelle les cultures implicites et explicites, effectivement. Quand on est trop frontal, bah, du coup, en fait, le message, il passe plus parce que ce qui est transmis, c'est waouh. Ouais, et c'est un pas peu qu'est-ce que brutal. la personne a dit, c'est elle m'a dit je me rends compte des fois qu'ils apprécient. Et je fais attention, mais ils apprécient des fois qu'on dise les choses claires et nettes parce que ça va plus vite, hein, tout simplement. On se comprend mieux. Ah, c'était ça, ok. On se comprend mieux, et puis voilà. C'est vrai que au sein de la Banque asiatique de développement, je travaille avec des gens qui sont habitués aussi à l'interculturalité, puisqu'on est je ne sais plus combien de nationalités, mais on est au moins une trentaine de nationalités à travailler dans cette organisation. Donc voilà, on est par définition dans l'interculturalité. Donc personne ne va s'offusquer d'un comportement ou quoi. Mais ouais, je pense que donc ils apprécient qu'on gagne un peu de temps à dire les choses. Quand je travaillais en ONG, il fallait prendre un peu plus de pincettes. Oui, c'était différent. Ouais, je travaillais qu'avec... j'avais une centaine de salariés sous ma responsabilité, tous philippins.
Et oui, donc là, il fallait que je fasse attention, il fallait vraiment que je Du coup, m'intègre. il y avait une culture dominante aussi, Ouais. différence Mm. de la banque asiatique Mm. de développement. Mm. Ouais. Et alors, il y a le fait de pouvoir dire, moi, je fonctionne comme ça, Mm. ce qui est hyper important d'ailleurs dans Mm. l'interculturel, de Mm. savoir comment nous on fonctionne Mm. et du coup de pouvoir l'exprimer. Est-ce que tu arrives, par exemple, à amener les personnes qui ne sont pas normalement directes et frontales à le faire? Oui. Parce que c'est ça la difficulté parfois aussi, c'est de dire, Mm. OK, moi je fonctionne comme ça, donc je te préviens, je fonctionne, voilà. Mm. Mais quand tu n'arrives pas à lire les sous-titres, entre guillemets, Mhm. de la personne que tu as en face de toi et qu'elle ose pas parce que le Mm. rapport à la hiérarchie est particulier, qu'on dit pas à son responsable directement, quand on n'est pas d'accord, etc. Mm. Toi, comment tu arrives à... Alors, T'as des astuces ou pas? j'ai pas d'astuce, malheureusement. Je pense que ça vient. Déjà, il faut créer de la confiance. Pour ça, il faut avoir une approche humble, une écoute attentive, une écoute attentive et active. Et puis voilà, petit à petit, la confiance se crée. Une fois que la confiance est là, il y a plus de problème. Mais oui, j'ai réussi à créer ça. Je vais donner un exemple. J'ai un collègue indien avec qui je travaille quasiment tout le temps. On est à peu près au même niveau en termes hiérarchiques. Il est senior par rapport à moi, il est plus âgé, mais il m'appelle Mam. Et moi, je l'appelle Vikas. Donc, donc, à un moment, je lui ai dit, bon, Vikas, ça suffit maintenant, il va falloir que tu m'appelles Alexia. Et petit à petit, voilà, maintenant, il m'a... Alors, c'est passé de Mam à Miss Alexia, et maintenant, ça y est, c'est passé à Alexia. Et maintenant, on arrive à avoir des discussions tout à fait honnêtes et franches et directes, même quand les choses vont pas. Donc, voilà, on y arrive, mais avec de la confiance et avec du temps. Il y a un des éléments, donc moi quand j'interviens en conférence, je partage 3 compétences interculturelles clés. Donc je sors de la notion de, voilà comment on travaille avec les Indiens par exemple, Mhm. pour parler de notre posture et comment on réagit, face à des personnes de cultures différentes. Et donc je parle de 3 compétences clés. La première à mes yeux, et je t'en parle parce que pour moi c'est absolument central quand, on parle de créer de la confiance, donc j'aimerais bien avoir ton regard dessus, c'est la vulnérabilité. Mhm. Donc ta capacité à déjà être conscient, mais aussi accepter et exprimer le fait que tu sais pas tout. Ah bah oui, oui. Et alors autant pour moi, Mm. dans mes convictions personnelles, mais aussi dans les recherches que j'ai pu, lire et cetera, il y avait vraiment cette notion de la vulnérabilité. En fait, s'il y a pas de vulnérabilité, c'est extrêmement compliqué de construire la confiance. Mm. Oui, oui. Parce que, en fait, c'est que tu fais semblant quoi, quelque part. Tu manques d'authenticité. Donc oui, je suis curieuse d'avoir ton regard sur cette notion de vulnérabilité. Ah bah oui, alors ça c'est pour moi c'est quelque chose d'évident. Exprimer que le fait que l'on ne connaisse pas tout sur le pays, que l'on ne comprenne pas tout sur la culture locale, que l'on ne comprenne pas les non-dits, etc. Je pense que c'est la base. Justement, avec mon collègue, j'allais directement vers lui et je lui disais: «Explique-moi ce qui vient de se passer là, parce que je suis pas sûre d'avoir tout compris. J'ai compris la conclusion, on est arrivé à la bonne conclusion, mais le chemin pour y arriver, je suis pas sûre de l'avoir compris». Parce qu'il y a une différence culturelle et donc j'exprime. J'ai aucun problème à lui exprimer que moi je n'ai pas sa connaissance de son pays. Ouais, non, c'est important. Il y a aussi une vulnérabilité dans le sens où non seulement on ne connaît pas la culture du pays, mais on n'est pas chez soi. Donc il faut savoir aussi l'exprimer. Moi, je le dis assez souvent. Moi, je suis ici en tant que visiteuse. Je ne suis juste que de passage pour quelques années, mais je ne suis que de passage. Donc j'ai besoin de m'appuyer sur toi pour m'aider à comprendre comment les choses se passent et pour m'aider à avancer dans mes projets. Ouais. Une des astuces que je donne et un des conseils que je donne, pour développer la vulnérabilité, être plus à l'aise avec ça, c'est de trouver, alors moi je suis karatéka et au karaté, l'équivalent de notre sparring partner en gros, c'est l'AIT. L'AIT, c'est certes la personne contre qui tu vas combattre, mais c'est aussi la personne qui va t'aider à t'améliorer en fait et te donner un regard extérieur sur ta pratique, même si c'est une personne qui a pas le même grade que toi. Et donc je suggère beaucoup
de trouver un AIT ou Mmh. des AIT, en tout cas des personnes de confiance. Et Ouais. du coup, Ouais. ce que tu m'expliques sur ton collègue, Ah, c'est ça c'est tout résonne à fait beaucoup. ça. Oui, oui, effectivement, c'est mon c'est mon sparring partner. Alors des fois, il y a des petites frictions entre nous parce qu'on est tellement à travailler ensemble qu'on en arrive des fois à saturer. Mais c'est naturel, mais même ça, on en rigole, quoi. Donc voilà, c'est bien. Quand on arrive à ce niveau-là, c'est que ça va. Pardon. Euh, Est-ce que tu as des anecdotes de surprises interculturelles que tu as pu avoir, notamment dans le cadre professionnel, mais pas seulement? Mmh. Oui, alors j'en ai quelques-unes, mais enfin j'en ai plein en fait, mais je sais pas si on peut parler d'anecdotes, mais il y a forcément des choses qui choquent au premier abord. Par exemple aux Philippines, les Philippins vivent, en permanence avec des fantômes, ce qu'ils appellent des momos. D'accord. Et donc, bah, quand j'étais, en ONG, on avait des bureaux, dans chaque, quartier parce qu'on travaillait dans différentes villes et dans différentes îles. Donc on avait des bureaux qui étaient en fait des petites maisons, dans les bidonvilles dans lesquelles on travaillait et les maisons, bah, c'était à la fois les bureaux et puis il y avait des chambres d'accueil pour, quand par exemple, j'allais en mission là-bas, je dormais dans ces chambres d'accueil. Et j'étais avec des collègues et je demandais pourquoi, ils gardaient toujours la lumière allumée tout le temps en permanence, jour et nuit. Bah, c'était parce que c'était pour les momos, c'était pour faire fuir les fantômes. Et en fait, bah, le fantôme fait partie intégrante de la culture philippine et ils vivent avec leurs fantômes et ils n'en parlent pas tous les jours, mais il y a des fantômes, quoi, ils vivent avec. Et donc, ce qui est surprenant, c'est que bah, au bout d'un certain temps, moi, j'y crois pas aux fantômes, mais j'ai intégré le fantôme comme étant présent. Donc, ça me surprenait plus et ça ne me choquait plus d'en parler. Ça me faisait même plus sourire. C'était normal, quoi. On parlait des fantômes, quoi. Donc voilà. Donc c'est des petites choses comme ça qui sont. Moi, c'est ce que j'appelle des petites choses croustillantes, quoi, de la vie à l'étranger. C'est que ça, c'est le genre de choses qu'on n'a pas forcément quand on est touriste, ou alors on en entend parler comme étant enfin, quelque chose d'un peu folklorique, Ça reste extérieur, en fait. ouais, mais là, bah, c'était tout à fait naturel et je sais pas, par exemple, quand j'étais au Burkina, durant cette première expérience-là de stage, quand j'étais sur le terrain, dans le Sahel, on dormait à la Belle Étoile et le soir, bah, après la journée de travail, chacun vaquait à ses occupations, puis le soir, on se regroupait tous pour le dîner et là, mais ce que j'adorais, mais vraiment, c'était que mes collègues, burkinabés, il y avait des Congolais aussi, ils racontaient les histoires de leur village, quoi, les histoires les contes africains, les contes de leur, enfin, avec de la sorcellerie, tout ça. C'était génial, quoi. Ça, c'est quelque Génial. chose. C'est pareil, c'est des petites choses croustillantes comme ça, des petits bonus, quoi, de la vie à l'étranger, justement de la découverte culturelle. Moi, c'est le genre de Mm. moment où je me dis: «Waouh, J'ai de la chance. mais quelle chance j'ai J'ai de la d'être là». chance. N'aurais jamais dû Mm. être témoin de ce qui est en train de se passer là. Ouais, ouais, ouais. Heu, Non, exactement. Et moi, je me vois, je sais pas si tu as cette image, tu sais, où un peu qu'on peut avoir sur Google Earth. Quand tu zoomes et tu dézoomes d'un ouais. coup, tu te vois. Et là, je me vois comme un point, minuscule point sur cette planète, et juste là, en milieu du désert, à discuter avec mes collègues d'une autre culture et qui me racontent leurs histoires de sorcellerie, de village, etc. Non, je trouvais ça super. Ah, c'est magique. Mm, J'ai fait un épisode de podcast sur, donc mes parents habitaient en Égypte, mm, heu et on avait fait un voyage, en Nubie, dans le sud de l'Égypte et on s'est retrouvés un soir, on était dans une guest house, voilà. On s'est retrouvés avec mon père, ma mère et ma sœur étaient parties se coucher, enfin les gens étaient plus trop là et cetera, avec le propriétaire, en fait, de la guest house. mm, Et il a des amis qui sont venus parce qu'il y en avait un d'eux qui venait de se fiancer, donc ils célébraient ça. Ils étaient venus avec des instruments de musique, mm, il faisait nuit, c'était étoilé, c'était mm, incroyable parce qu'on était à Abu Simbel, tu avais aucune pollution mm, lumineuse, enfin voilà. mm. Et on s'est retrouvés au milieu de, je sais pas combien il y avait de personnes, une dizaine de Nubiens Mm. en vêtements traditionnels en train de faire de la musique et de chanter, et nous on Ouais, était ouais. là, les 2 Français, au milieu de ça, Ouais, c'est genre: «Mais ouais. qu'est-ce qu'on fout là? Et quel Quelle privilège. chance!» Ah ouais, ouais, non, ça, c'est des moments magiques, ouais. Ouais, enfin, moi, je ressens beaucoup de gratitude. Ouais, Mmh, dans ces moments-là, mmh, il y a vraiment un côté de mmh. waouh, Quelle chance. émerveillement et gratitude. Ouais, quelle Mmh. chance on a. Ouais, j'ai ça, enfin, j'ai aussi ressenti ça face à des paysages juste, incroyables. J'étais dans le Meghalaya là, dans un état du nord-est de l'Inde où les paysages sont juste grandioses, et c'est un état qui essaye aujourd'hui de s'ouvrir au tourisme, mais qui est
un peu en dehors des sentiers battus. Et des fois, tu te retrouves devant des paysages grandioses. C'est les premiers contreforts de l'Himalaya. Et tu te dis, mais quelle chance j'ai d'être là et de voir, d'observer cette nature luxuriante et magique, quoi. Ouais, c'est sympa. Bah, du coup, comme on parle de nature et bon, depuis le début, évidemment, on parle d'environnement et d'impact environnemental. Alors moi, il y a une question qui me taraude depuis super longtemps sur l'interculturel et sur les différences culturelles. C'est le rapport, en fait, l'interaction entre culture et environnement. Et notamment, parmi les différences culturelles, il peut y avoir, entre autres, le rapport au temps. Court terme, des cultures plutôt court terme, des cultures plutôt long terme, etc. Le rapport à la communauté versus l'individu. Et tout ça, ça a un impact évidemment sur comment on voit l'environnement, notre impact sur l'environnement, comment le protéger, etc. Est-ce que toi, tu as un recul un peu là-dessus sur des différences culturelles que tu as pu voir et entre autres, dans ces pays qui sont plutôt court terme, comment tu fais pour sensibiliser les gens à l'importance de protéger l'environnement? Je donne souvent cet exemple de, tu dis à un Thaïlandais de ne pas jeter son chewing-gum par terre parce qu'il sera encore là dans 30 ans. Pour lui, ça ne veut rien dire dans 30 ans. Bah donc, comment tu sensibilises les gens à la protection de l'environnement quand il y a un rapport au temps qui est très court terme? Oui, alors c'est une question très compliquée. Si on avait la recette, je pense que... Je t'ai même pas donné à l'avance pour que tu réfléchisses à ta réponse. Non, mais c'est vrai que non, mais tu as tout à fait raison. Pourquoi dire à quelqu'un de ne pas jeter son bout de plastique, enfin son emballage par terre, alors que déjà, il y a déjà une marée complète de plastique autour et c'est pas ce plastique-là qui va changer quelque chose. Il faut changer les comportements, ça va prendre des générations, quoi. Ça va prendre des générations et puis des décisions politiques aussi. C'est pas que l'initiative individuelle qui va changer quelque chose, c'est aussi une question politique. La question, le rapport à l'environnement, ouais, il est important parce que je te disais que j'avais eu l'occasion d'aller dans des endroits protégés, préservés, mais en fait, au quotidien, j'habite dans des mégalopoles. J'ai habité à Bombay, j'ai habité à Mexico, j'ai habité à Manille, j'ai habité à New Delhi, qui sont des immenses villes tentaculaires et très polluées. Et la gestion environnementale dans ces pays, dans ces villes-là, elle est compliquée. La première chose, c'est l'assainissement. Il n'y a pas d'assainissement la plupart du temps. Tu te demandes pourquoi une ville comme ça n'a pas son... Enfin, moi, je parle du domaine qui m'intéresse, l'eau. C'est pour ça que tu es là. Mais c'est une vraie question, et c'est une question politique, en fait, de décision politique. C'est parce que c'est des investissements qui coûtent et qui ne rapportent pas forcément de voix en termes d'élections. Enfin, voilà. Donc, du coup, bon, voilà, tant que les décisions politiques ne seront pas prises, il n'y aura pas beaucoup de changements, même s'il y a des initiatives personnelles. Il y a de plus en plus d'organisations de la société civile qui se développent et qui prennent en main ces questions-là d'environnement, de changement climatique, etc. Et qui posent les questions décisionnaires, mais aussi aux entreprises. Mais ouais, ça va prendre un petit peu de temps, je pense. Donc, comment est-ce qu'on approche ça au quotidien, dans la discussion avec nos interlocuteurs? Je pense que c'est en leur montrant les bénéfices, déjà à plus long terme, mais pour leurs enfants, pour leur génération, pour les générations futures. Et puis que ça, finalement, que eux, s'ils adoptent les bons gestes au quotidien, ça va peut-être pas leur coûter, ça va peut-être pas leur changer la vie à eux, mais ça peut avoir un impact pour le futur. Donc d'aller toucher finalement ce qui leur parle quand même si c'est à long terme, mais en tout cas leurs enfants. Mais pour ça, il y a quelque chose, par exemple, il y a quelque chose qui me choque aujourd'hui, c'est encore le... Moi, je prends beaucoup l'avion et ça me perturbe. Mais j'ai exactement la même problématique, du coup. Ça m'intéresse d'en parler avec toi. Ouais, mais tu vois, par exemple, je travaille pour la Banque asiatique de développement. On se qualifie comme étant la banque du climat, donc on est censé
voilà, mettre en œuvre des solutions durables, des solutions de résilience aux impacts du changement climatique, mais on prend l'avion tous les 2 jours parce que pour aller à l'autre bout de l'Inde Ah pour bah, une c'est réunion. clair. Et puis, Enfin, oui, voilà. pour avoir été en Inde, effectivement, Voilà. tu peux y aller en train, hein, mais bon, c'est moins efficace en termes de Ben oui. performance professionnelle. Donc bon, la Banque asiatique de développement compense chaque Ah, mais je vol, me demandais. ouais, ouais, ils compensent en termes de crédit carbone. Enfin, ils achètent des crédits carbone, mais bon, c'est pas une solution durable. Donc ouais, il y a quand même une question sur ces... Et ça, par contre, quand j'en parle avec mes collègues, ça ne percute pas du tout. Ah ouais. Non, c'est une question de notre impact, notre propre empreinte environnementale, ils Ouais. l'ont pas encore intégré, ouais. Mmh. Mais c'est ouais, bah, du coup, c'est une question que je me pose aussi, pas juste sur le côté environnemental, mais aussi sur le côté, rapport à l'argent. Mhm. Parce que c'est pareil, le rapport à l'argent, si tu es dans une culture, plutôt court-termiste ou long-termiste ou sur une culture plutôt individuelle ou collective, enfin ça j'imagine que ça a un impact aussi sur, est-ce que toi tu le vois dans les projets que tu mènes, le rapport, Le rapport à l'argent, ouais. c'est-à-dire? Bah, l'investissement, le rapport au Mmh. retour sur investissement, sur Ouais. tu vois, sur quelle durée? Est-ce que tu Bah, vois des différences toi ou pas Ouf, plus que ça? bah, nous, nos projets, si je dois parler des projets que je mène à l'heure actuelle avec la Banque asiatique de développement, on a un objectif de retour sur investissement en termes d'impact. Donc, dans le design initial du projet, c'est déjà... Bah oui, puisque voilà. comme c'est demandé Ouais. par, Mm. par la banque. Il y a un raccourci? Banque asiatique de développement? Bah, BAD? ADB, ouais, alors ADB en anglais du coup? en français, c'est la BAD, mais OK, oui, ça sonne pas très bien. bah, ouais, déjà, ça sonne pas bien, et puis ça peut porter à confusion, parce que la Banque africaine de développement, Ah c'est la oui. BAD aussi. OK, Donc, l'ADB. OK. Mm. Et donc, oui, bah, comme ça ADB. fait partie Mm. des critères de l'ADB, Mm. automatiquement, c'est intégré dans les dossiers qui sont Voilà. montés, donc dans les projets, quoi. Ouais, voilà. Donc, on a une analyse économique qui est faite du projet au moment du design du projet, pour être sûr qu'il aura un impact économique positif à la fin. C'est-à-dire que les investissements vont générer des emplois, des revenus, etc., de la fiscalité à l'issue de leur implantation, enfin, de leur mise en œuvre. Donc oui, déjà dans le design. Mais c'est vrai que si je dois penser sur les projets que j'ai pu mener avant, par exemple les projets au sein de l'ONG où on était dans de l'alimentation en eau potable, on est dans le besoin direct. Et puis l'investissement, de toute façon, les investissements, ils étaient couverts par des fondations, puisqu'on était ONG, donc l'investissement était couvert par des fondations, le service de distribution d'eau potable était couvert par la facturation, puisqu'on facturait le service, mais juste pour l'entretien et la maintenance du réseau. Donc voilà, donc ça, on est sur une vision assez court terme, parce que à chaque typhon, à chaque tremblement de terre, ce qui est quelque chose qui arrive assez régulièrement aux Philippines, tout ça c'est détruit, il faut recommencer, quoi. Ouais. Oui, donc même l'environnement a un impact sur la culture. Ça, c'est une grosse question que je me pose. C'est comment la culture se crée ou évolue, tu sais, historique. Qu'est-ce qui va avoir un impact sur ce qui fait que tel pays fonctionne plutôt comme ça ou plutôt comme ça? Bah là, Mais du coup, l'environnement a un impact, ouais. L'environnement a un impact. Je vais te donner l'exemple des Philippines, où tout le monde salue la résilience du peuple philippin face aux aléas du changement. Enfin, là, aux aléas climatiques, de tout temps, ils ont subi les typhons, etc., les tremblements de terre. Aujourd'hui, ça s'intensifie avec le changement climatique, mais de tout temps, ils ont été au premier front, on va dire, de l'arrivée des typhons. Donc tout le monde dit c'est incroyable comme les Philippins sont résilients, ils se prennent un typhon, tout est détruit, ils perdent tout, puis hop, ils recommencent le lendemain. En même temps, ils n'ont pas le choix. J'allais dire oui, en même temps, ils font quoi d'autre? Ils sont résilients par force. Donc je ne sais pas si on peut saluer cette résilience. Alors, bien évidemment, c'est incroyable. Enfin, à chaque fois recommencer, ils ne perdent pas espoir. Dès le lendemain du typhon, tout est détruit, ils recommencent, ils reconstruisent. Il y a beaucoup de solidarité qui se met en œuvre parce que quelque part, il y a une habitude, malheureusement. Mais saluer la résilience, je ne sais pas. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez fataliste dans tout ça. Ouais, ça me fait penser un peu à mon grand-père. Mon grand-père paternel qui était soudeur à la chaîne dans l'Aisne, voilà, et qui avait vraiment ce côté résilience de
Ah oui, c'est comme ça. Oui, bah voilà. Et en fait, je pense que ouais. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que pour, moi, je suis la deuxième génération après, où on a changé complètement de voilà, de milieu socio-économique et Mm. cetera. On conserve quand même, ça s'est transmis, Mm. même si les conditions, Ouais, sont sont plus les différentes. mêmes. Mm. Donc mais oui, moi, une grande question que je me pose, c'est comment la culture, se crée, évolue. Je me suis beaucoup posé la question au Paraguay, par exemple, Mhm. qui est une culture où ça semble un peu, je suis pas peut-être naïve de dire ça comme ça, mais c'est une culture juste profondément gentille. Mm. C'est le pays, entre guillemets, «le plus gentil» que j'ai D'accord. découvert et je me posais entre autres la question où ils ont une phase très sombre de leur histoire où, bah, en fait, finalement, la population, c'est devenu quasiment, que des femmes. Parce que Mm. 90 je crois que c'est 90 des hommes ont été tués Ah pendant ouais. la guerre Mm. et donc ça a été un pays quasiment exclusivement féminin pendant, Mm. pendant au moins une génération. Mm. Et du coup, tu vois, les valeurs qu'on va identifier comme plutôt féminines ou plutôt Ouais. masculines, la gentillesse, c'est une valeur qu'on Mm. identifie comme plutôt féminine. Est-ce que la culture du pays a changé à ce moment-là, de par cet, Mm. événement historique ou pas? Enfin voilà, c'est une question absolument sans réponse en tout Mm. cas, Pour partir sur des stéréotypes, on a tendance à associer la culture latine, enfin d'Amérique latine, à une culture plutôt machiste. Mmh, Et effectivement, si c'est différent, je connais pas le Paraguay, hein, donc je ne mmh. sais pas si c'est Bon après différent. j'y suis allée une semaine, attention, Ouais. hein, c'est très limité. Mais une semaine m'a suffi à me dire, là pour le coup en termes de surprise culturelle et je me dis: «Waouh!» et j'avais fait pareil un de mes épisodes solo dessus où, je pourrais repartager le lien d'ailleurs en description, mais, où je disais: «Mais en fait j'ai été scotchée Mm. par la gentillesse des gens». Il s'est Mm. passé des trucs, les gens, enfin c'était ouais, tu sentais que c'était pas juste, bon, tu es tombé sur quelqu'un de sympa quoi. Mm. C'est ancré. On s'est retrouvés dans un resto où à la fin, le serveur, comme on avait bien aimé ce qu'on avait bu, il nous dit: «Ah mais, vous repartez quand? Est-ce que vous pouvez passer ici avant de partir prendre votre avion? Parce que je vous ramène une bouteille Mm. c'était la Caña Paraguaya, Mm. l'alcool national», juste parce qu'on avait bien aimé notre verre et notre gars enfin le gars qui le proposait, c'était notre serveur juste pour ce verre-là. C'est même pas Ouais. lui qui s'occupait de nous pendant le repas. Enfin, tu sais, il y a des trucs où qui sont profondément différents. Donc des fois, on voit, mais pour comprendre mieux, il faut Mm. passer du temps sur place. Ouais, je sais pas. Peut-être que c'est lié à cette histoire-là de guerre qui a fait que les femmes finalement ont occupé le terrain et ont bâti la culture. Je sais pas. Juste pour faire un lien là-dessus, peut-être aussi, bah, je vais encore parler des Philippines parce que c'est aussi des gens d'une gentillesse incroyable. Et eux, pour revenir sur cette question de genre, eux, dans leur langage, ils n'ont pas de genre. Ah. Voilà, donc souvent, bah, quand ils parlent anglais, ils mégenrent les gens. Ah oui. Mais donc pour les personnes, tu veux dire, ou pour les objets, et cetera? Non, bah non, du coup, en anglais, il y a pas de genre non plus sur les Ouais, objets, donc c'est vraiment pour les les personnes. personnes? OK, Donc, pour une femme, ils vont dire il, pour un homme, ils vont dire elle, parce qu'il y a pas d'accord. de genre en fait dans leur langage, donc ils vont pas, ils, ils font pas attention à si quand ils disent il ou elle. Mmh. Et je sais pas là, peut-être que c'est aussi pour ça que Non, mais que la ça ouais. gentillesse, comme tu dis, est une, enfin je sais pas, une caractéristique plutôt féminine. Je sais pas. Mmh. Du coup, il y a pas de. Mmh. Peut-être que je suis totalement à côté de la plaque, je sais Ouais, pas, non, j'en mais sais rien. On est en gros, c'est, voilà, c'est mmh, une question mmh, qui flotte là dans ma tête depuis mmh. un moment. Hem Mais il y a 10 milliards d'autres choses dont on pourrait Mmh. parler. Si, j'ai quand même une question que j'ai envie de te poser, c'est, Mmh. il y a un pays où tu aurais vraiment envie d'aller travailler? Oh là! Il y en a plusieurs. Bah, moi, je suis curieuse de tout, Ouais. hein, j'aurais envie d'aller partout. Hem, Bah, là, en fait, ça fait maintenant depuis 2019, ça fait 7 ans que je suis en Asie, Philippines, Bangladesh, Inde. J'aurais bien envie de retourner, côté Afrique, Ouais. ouais, ça fait longtemps que je j'ai pas été, de ce côté-là et j'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien retourner en Afrique. Je sais pas où exactement, si c'est, plutôt, Afrique anglophone, francophone, j'en sais rien ou enfin, je sais pas. Mais ouais, ça me plairait bien de retourner par Mmh. là-bas, ouais. Mmh. Moi, ça m'attire. Écoute, j'ai fait tout le nord, enfin le tout Mmh. nord et le tout sud. C'est-à-dire, je suis allée en Afrique du Sud et puis Mmh. j'ai passé 1 an en Tunisie, puis je suis allée plein, Mmh. plein de fois, c'est mon pays de cœur. Je suis allée au Maroc, je suis allée en Égypte, au Liban, enfin, sur la Mmh. partie, tu vois? Mais j'ai rien fait entre les 2. Mmh. Et ça m'intrigue et en même temps ça me fait peur Mmh. parce que je sens que ça va me happer. Ouais, Je ouais, sens ouais, ah bien bah que oui, ça c'est vrai que ouais. c'est pas des pays qui laissent, indifférents, Mmh.
Ouais. Un des pays où, d'ailleurs, où je dois mener un des projets de mon ONG, puisque j'ai une ONG également, c'est le Bénin. Donc, pareil, Très chouette. ça fait partie des destinations éventuelles. Ouais, Voilà. très chouette. Ouais. Sur la cuisine, Ah ouais, Ouais. d'accord. sur la diversité qui existe dans nos cultures et l'étudier par le biais de nos assiettes. Donc, sur l'histoire migratoire des ingrédients, sur les plats qui existent sur plusieurs territoires, sur ce genre de choses. Et le Bénin étant vraiment à la croisée de plein de routes, plein de chemins, voilà. Je pense que ça sera intéressant. Ouais, c'est bien. Ouais, voilà, retourner par là-bas ou retourner en Amérique latine aussi, j'aimerais beaucoup. J'ai toujours rêvé d'aller en Argentine, je suis jamais allée en Argentine, D'accord. donc voilà, ça pourrait être ça, mais ça pourrait être aussi la Colombie, je suis pas allée, comme tu es allée en Colombie, ouais. Gros coup de cœur. Ouais. Bon, moi j'ai eu un énorme coup de cœur aussi pour le Mexique, donc enfin, Moi, je rêve de retourner au Mexique. mm, J'y suis allée quand j'ai... Tu vois, là, fin janvier, ça fera 15 ans que j'ai créé mon ONG. Et le tout premier pays dans lequel je suis intervenue, c'était le Mexique. Parce que c'était mon rêve d'enfance. Ma tante est mariée à un Mexicain et j'ai grandi en voyant mes cousins, cousines et en rêvant d'aller au Mexique. Et donc, le premier pays que j'ai fait sur mon tour du monde quand j'ai créé Constellation, mon ONG, c'était le Mexique et j'ai adoré. Donc, mais il y a tellement de choses à découvrir. Bah ouais, voilà. Donc c'est la question que tu m'as posée, savoir dans quel pays j'aimerais aller, elle est difficile à répondre. Elle est aussi difficile à répondre que celle qu'on me pose souvent, qui est quel pays tu préfères de tous ceux. Attends, ça arrive. Mais je fais exprès de la poser, ça existe. Ouais, non, tu peux pas répondre à ça. Et puis en fonction de qui te demande, Bah oui. c'est une question à laquelle tu peux pas répondre, évidemment. C'est pas possible. Déjà, tous les pays ont des choses incroyables à proposer. Enfin, j'ai vécu des expériences incroyables dans tous les pays que j'ai eu l'occasion de visiter. Mais en plus, tu peux pas comparer un pays à un autre, c'est pas possible, quoi. J'ai la même réponse, mais tout le monde n'a pas cette réponse. Mais tu verras à la fin, en fait, je pose des questions bonus. Cette question-là, ça en fait partie de est-ce qu'il y a un pays qui te touche plus qu'un autre pas forcément que tu préfères, mais qui te touche plus qu'un autre. Bah après, ça dépend. C'est lié aux expériences personnelles qu'on a avec les gens. Donc, voilà, c'est pas juste le pays, c'est l'expérience qu'on a vécue dans le pays qui fait qu'on apprécie, on n'apprécie pas, on apprécie plus, on apprécie moins, je sais pas. Ouais. Bah moi, c'était, en l'occurrence, j'ai quand même un lien très particulier avec la Tunisie. Et c'est dans les tripes. Les gens me disent, mais pourquoi? Je dis, je peux te trouver des explications, il n'y a pas de problème. Mais en vrai, oui, c'est pas rationnel. C'est que je suis arrivée en Tunisie la première fois, j'ai eu la sensation de rentrer chez moi. Ouais. Sans aucune... Enfin, il n'y a aucune explication. Si, j'ai vu des photos quand j'étais petite. Mais réellement, c'était physique. J'ai eu... Et à côté de ça, j'ai eu un gros coup de cœur pour la Colombie. J'adore l'Australie, j'ai habité là-bas. Enfin, voilà. Mais oui, c'est pas est-ce qu'il y a un pays que j'aime plus qu'un autre. C'est juste que, bon, là-bas, je me sens chez moi. Pour le coup. Ouais, c'est du domaine émotionnel. Enfin, c'est émotionnel, donc tu peux pas expliquer ça, ouais. Alors, avant de passer aux questions bonus, déjà, est-ce qu'il y a une chose que toi, tu avais envie de partager ou quelque chose que tu as envie de dire auquel j'aurais pas pensé? Bon, écoute, non, je pense qu'on a une bonne discussion jusqu'à maintenant. Ouais. Et alors, j'ai eu un invité sur le podcast qui est juste génial. Je sais pas si tu le connais, il s'appelle Guillaume Capel. C'est le cofondateur de Singa. Oui, je connais Singa. Donc, pour ceux qui connaissent pas, Singa, c'est une ONG qui, notamment, travaille sur l'insertion des réfugiés dans leur société d'accueil via l'entrepreneuriat. Et il me racontait quand il avait bossé chez... attends, je ne vais pas dire de bêtises. Je crois que c'est UNICEF. Non, Amnesty International en Australie. Que lui, il avait une notion de matrice transculturelle. Donc, plutôt que de se poser la question, tiens, lui, il est syrien, lui, il est australien, etc., c'était de quelle communauté je fais partie et qui nous réunissent. Et donc, ça peut être la communauté des végétariens, la communauté des fans de Beyoncé, la communauté des footeux, etc. Et du coup, j'ai un peu envie de poser cette question-là maintenant. Donc, c'est la première à qui je la pose. J'ai un peu envie de poser cette question à mes invités. C'est quoi, toi, les communautés dont tu fais partie? C'est moi, sans hésiter, la communauté des scuba divers, des plongeurs. Et c'est parce que c'est une communauté, en vrai, c'est une communauté et les gens voyagent pour aller se plonger à un endroit, etc. Donc, ouais, non, définitivement, c'est ça. Ouais, moi, j'adore plonger, je me sens tellement bien sous l'eau, mais j'adore les poissons, j'adore jouer avec eux. Ouais. Non, il y a ça. Voilà, ouais, je pense. Tu fais de la danse, toi? Non, je ne danse pas. Non.
J'ai Je une ne petite danse pensée pour Séverine qui nous a mis un lien. ben, C'est ouais, pour ça que je posais la question. non, Moi non plus, hein. Enfin, si, je danse toute seule, mais pas voilà, non. officiellement. Non, ouais, en fait, la question que tu me poses, on me l'a déjà posée parce que, alors en parlant d'interculturalité, c'est une Indienne qui me demandait ça, qui avant de rejoindre la Banque asiatique de développement, travaillait pour l'Agence française de développement. Mhm. Donc elle a côtoyé plein de Français, et de Français, Françaises, et elle dit, mais vous les Français, vous avez toujours un truc, vous êtes toujours artiste dans l'âme, C'est vrai? soit vous écrivez, soit vous dansez, soit vous peignez, enfin, il y a toujours quelque chose. Soit vous Ok. êtes... Alors elle me dit, c'est quoi ton talent? Ah, bah, moi je sais pas. Moi je fais du sport. Je suis pas tellement artiste. Ouais, c'est Ouais, intéressant ça, ouais. mais c'est aussi sans doute parce qu'en France, on nous pousse Oui. beaucoup à développer l'aspect culturel au sens. On a une culture, en Ouais. fait. On a une culture Mm. qui effectivement, que les autres pays ne développent pas forcément. Ouais. Et oui, je pense qu'on est reconnu par ça. Ouais. Mm. Ouais, c'est intéressant, je m'étais jamais posé la question, tu vois. Mm. Mais ok, alors question bonus. Mm. Bon, bah du coup, on va sauter tout de suite la question de est-ce qu'il y a un Ouais. pays qui Ouais. plus qu'un autre? Moi, ma réponse effectivement c'est bah non, mais Mm. mais il y a eu si des gens qui me disaient si il y a des pays où Ah bah, c'était différent quoi. Il y j'imagine qu'il y en avait, a qui ont des pays coup de cœur, comme ouais, tu disais, parlais ouais. de la Tunisie. Est-ce qu'il y a une musique, donc ça peut être un morceau ou un style de musique traditionnel que tu aimes particulièrement? Ah, c'est aussi difficile. Mhm. En fait, de tous mes voyages, je ramène toujours de la musique. Ouais. Alors, je suis sur Spotify, mais ma playlist, elle ressemble à rien du tout. Parce que Ouais, elle justement, ressemble à tout. elle ressemble à tout. Enfin, voilà, non, j'écoute de tout. En fait, ouais, c'est pareil, ça dépend aussi du moment. Alors, je peux écouter le dernier hit de, je sais pas, Rosalia ou j'en sais rien. Mhm. Ça dépend de ce que je fais, de l'instant, du lieu, des gens avec qui je suis. Si je suis touchée par le moment et qu'il y a une musique qui passe, je vais capter cette musique et voilà, la musique va me ramener, à chaque fois que je Ouais. vais l'écouter, va me ramener à ce moment précis-là que j'ai apprécié. Donc, ouais. Moi, j'aime bien shazamer dans mes Oui, voyages. je le fais tout le temps. Tu vois, en Colombie, typiquement, je l'avais fait. On était dans une Willys, tu sais, dans une Jeep là pour Ouais. aller faire un trek machin. Et du coup, on avait, je sais pas, peut-être 2 heures de route. Et du coup, je shazamais les musiques parce qu'ils Mais mettaient oui. la musique à fond. Et aujourd'hui, quand je réécoute, ça me rappelle vraiment Ça te renvoie là-bas, Ouais. bah oui. Bah, je fais ça aussi, ouais. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis que ma playlist ressemble à rien, parce que j'ai des chansons très traditionnelles, des chansons très kitsch, Ouais. un peu pop, j'allais dire pop savonneuse là, mais sirupeuse. Et puis des trucs un peu plus poussés, je sais pas, mais ouais, non, faut vraiment, en fait, c'est vraiment lié au moment, quoi. Mm. Mm. Faudra que je te donne, et puis je pourrais les mettre en description de l'épisode également. Moi, j'ai mené un projet avec mon ONG en Inde, Mm. et en Tunisie et en Bretagne, avec des musiciens des 3 pays qui jouent Mm. ensemble. Et on avait entre autres fait un Ah, morceau génial. avec des musiciens Langa, donc du Mm. désert Rajasthani, Ouais. Mhm. voilà, qui sont Mm. trop, trop chouettes. Donc Ah ouais, je te génial. partagerai ça si tu veux. Ouais. Mm. Est-ce qu'il y a un plat, bon, c'est pareil, c'est impossible la réponse, mais est-ce qu'il y a un plat, traditionnel d'un pays que tu adores? Ou Euh, plusieurs, tu as le droit d'en donner ouais, plusieurs. non, j'ai eu un coup de cœur pour la cuisine mexicaine. OK. J'adore. Ça me manque en fait, parce que j'en trouve pas. Bah ouais, c'est jamais pareil. Non, j'en trouve pas Mmh. ailleurs qu'au Mexique. J'aime bien la cuisine indienne, mais maintenant je m'en suis un peu lassée, donc à petite dose. La cuisine indienne, elle est tellement typée, tellement Mmh. caractéristique. Tout est bon, mais je peux pas en manger tous les jours. Mmh. Et aujourd'hui, j'en mange tous les. Enfin, Bah quand oui. je suis là-bas, j'en mange tous les jours, donc à un moment, je sature un peu. Par contre, voilà, donc je vais rester. Ma réponse va être la cuisine mexicaine. Par contre, là où je vais pouvoir te dire, il y a une cuisine que j'aime pas du tout, que j'ai pas du tout appréciée, Ah! c'est malheureusement la cuisine philippine. Ah ouais? Non. C'est vrai? Là, tu vois, je peux le dire, mais je sais que je suis pas la seule à le penser. C'est pas ma favorite. Ouais. Mm, Bah, écoute, j'ai fait plein de pays, à chaque fois je trouve des trucs chouettes. mm, Il y a un pays que j'ai fait où je me suis dit: «Ouais, non». mm. C'est la Roumanie. Ouais, ouais. La Roumanie, où je me suis dit: «Vraiment, Mm, bon, ouais. voilà». Et c'est le premier pays où je suis allée, où je me suis dit: «Ouais, non, Ouais. j'accroche pas». Mais Et bon, oui. moi je fais du tourisme culinaire, enfin Mm. le premier truc que je découvre dans un pays, c'est la Bien cuisine, sûr, quoi. bien sûr, c'est le premier Et abord. la cuisine du Kerala,
est Mm. super bonne. Mm. Pour le coup, elle est assez différente de ce qu'on trouve dans le nord de l'Inde. Ah oui, la cuisine du Sud et du Nord, c'est deux cuisines totalement différentes. Mm. Au début, quand la première année où j'étais en Inde, donc c'était en 2014, je ne comprenais pas la différence entre la cuisine du Nord et du Sud. Et aujourd'hui, maintenant, je fais clairement la différence. Oui, non, la cuisine du Sud est bien meilleure, je trouve. Moi, j'ai adoré, ouais. Mm. Beaucoup de noix de coco. Ouais. Puis des plats qui sont peut-être moins en sauce aussi. Parce Ouais. que moi, je suis pas très plat en sauce. Moins lourd. Et le nord de l'Inde, c'est quand même beaucoup de plats en sauce. C'est très gras. Oui. Beaucoup d'huile. Ouais. Non, ouais, la cuisine du Sud, je la trouve globalement plus saine. Mm. Et la dernière question, c'est est-ce qu'il y a un rituel que tu aimes particulièrement dans un des pays où tu es allé? Ça peut être une fête religieuse civile, ça peut être, tu vois, servir le thé au Japon, comme ça peut être, enfin voilà. J'ai vu un déclic dans tes yeux. Ouais, non, parce qu'ils sont très forts pour ça, les Philippins, pour la Zumba. Alors moi, je suis pas du tout Zumba, Ok. mais ils font de la Zumba quasiment avant chaque conférence. Ah ouais? Ouais, il y a une sorte de warm-up comme ça, et tout le monde s'y met, et c'est Ah ouais, et c'est excellent. rigolo, c'est bon enfant, c'est génial, c'est ça, et puis le karaoké. C'est vrai. Je valide, j'en ai fait un nouvel an. Il a fallu que je me trouve mon répertoire de chansons à chanter, parce que tu peux pas passer à côté du karaoké aux Philippines. Donc ça, c'est sympa. Je trouve ça hyper sympa, parce que du coup, c'est convivial, Bah ça ouais. réunit tout le monde, personne ne se prend la tête, il y a pas de... Bon, personne n'est pro, alors bon, Mm. voilà, tout le monde fait ça pour le plaisir, quoi, pour la convivialité. Donc ça, c'est sympa, ouais. Mm. Trop bien, toujours ces choses qui réunissent, Mm. c'est important. Mm. Eh ben écoute, on n'a évidemment pas fait le tour, mais on a partagé plein de choses. Et moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé notre échange et je suis sûre que ça intéressera plein de gens. Donc, je te remercie d'avoir pris le temps avant de repartir en Inde. Donc là, on est en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, bien loin du karaoké philippin on a notre propre... Et des temples indiens. Ouais, et on a nos propres pratiques culturelles bien présentes qui sont chouettes aussi. Mais oui, merci d'avoir pris ce temps pour Merci à discuter, je suis toi. ravie. Merci pour l'invitation, et effectivement, moi aussi, j'ai beaucoup aimé la discussion, c'était très sympa. Et bah tant mieux, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir mon travail 100% bénévole, je vous invite à partager un épisode avec vos proches ou vos collègues. Ça fait vraiment toute la différence. À mardi prochain pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.